Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épreuve de philo pour les candidats de la série S. Et pour cela, nous accueillons Gilles Vervich. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous donner quelques éléments de correction pour le sujet de philo 2019. Donc, comme dans toutes les autres filières, on avait 3 sujets, 2 dissertations et une étude de texte. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais on va commencer par le premier sujet qui était aussi assez classique. La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Ça a l'air compliqué comme ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est hyper bateau, hein, pour le dire comme ça. C'est toujours la diversité des cultures est-elle un obstacle à l'entente entre les hommes ou à l'unité entre les hommes? Bon, là, c'était l'unité du genre humain, petite nuance, mais bon, voilà, c'est quand même le sujet bateau. On va pouvoir parler de Lévi-Strauss, hein, franchement. S'il y a des difficultés, j'avoue que je les vois pas trop. Le terme de culture, hein, faut savoir qu'il y a plusieurs sens. Là, c'est le sens manière d'être, manière de penser propre à une société humaine. Voilà. C'est le sujet classique. Voilà, comment concilier à la fois l'humanité comme un tout, l'unité du genre humain, et puis à la fois laisser les différences, quoi. Voilà. Comme je vous dis, c'est assez classique. Première partie peut-être évidente sur la difficulté de vivre ensemble, hein, en rappelant peut-être le mythe de Babel, voilà, hein, où les hommes ont été dispersés pour parler différentes langues, qui est en fait la langue qui est en fait symbolique de la diversité de la culture, et puis si bien que les hommes ne s'entendent pas, voilà. Alors vous pouvez après, activer la notion d'ethnocentrisme chez Lévi-Strauss, voilà, c'est-à-dire que toute culture a tendance à se prendre comme modèle de toute culture humaine et à rejeter hors de l'humanité tout ce qui n'a pas sa propre culture. Voilà, hein, celui qui n'a pas ma culture est donc inhumain. Voilà, voilà, c'est assez classique, pardon. Alors peut-être dans une deuxième partie, c'est un peu plus difficile finalement, c'est moins classique ça, trouver des philosophes, des penseurs, sinon le faire soi-même, qui défendent un peu le multiculturalisme, la diversité des cultures. Alors moi je connais un philosophe canadien, Charles Taylor, dans un livre qui s'appelle Multiculturalisme, où il montre que finalement la diversité des cultures c'est important parce que ça permet de se définir soi-même, de s'identifier, etc. Mais si c'est important à l'échelle individuelle, ça peut être un obstacle d'un point de vue collectif. Et puis peut-être revenir sur Lévi-Strauss pour la troisième partie, qui nous dit que finalement, toute société avance grâce à la collaboration des cultures. Hein, où il dit finalement, ce qui peut arriver le pire à une culture, c'est d'être isolé, d'être pur, entre guillemets, et c'est comme ça qu'elle disparaît, c'est que finalement, n'importe quelle culture, même occidentale, entre guillemets, est le fruit d'un croisement entre différentes cultures, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment un sujet classique qui est tombé, qu'on fait en cours, qui est tombé au bac il y a plusieurs années, donc normalement ça a pu aller. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. A priori, pas vraiment de difficulté. Voilà, peut-être que c'est pareil d'ailleurs pour le deuxième sujet qui s'intitulait Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Là encore, il y a des pièges à éviter ou pas? Oui, alors voilà, alors il y a sans doute des pièges à éviter. C'est encore un sujet assez classique, hein, qui ressemble un peu à se sentir obligé, à se renoncer à sa liberté. Donc les deux notions, on les voit, c'est le devoir et la liberté, et puis qui classiquement paraissent assez opposés. Voilà, si je dois faire quelque chose, si je me sens obligé, alors ça a l'air de réduire ma liberté. Alors la petite difficulté là, c'est qu'on n'est pas sur se sentir obligé, être obligé, le devoir, c'est reconnaître ses devoirs. Alors deux difficultés pour moi, c'est de quels devoirs on parle. Si c'est les devoirs, mes devoirs dans la société à laquelle j'appartiens, donc c'est pas forcément que le devoir moral de Kant qu'on évoquera sans doute dans ce sujet, hein, voilà, ça me paraît, voilà. Et puis qu'est-ce que ça veut dire reconnaître ses devoirs? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Est-ce que ça veut dire que je le pense, que je l'accorde? Est-ce que je vais l'accomplir? Reconnaître son devoir, est-ce que c'est l'accomplir? Je sais pas moi, hein, j'en sais rien, peut-être que, comme dirait Spinoza, je vois le meilleur et je fais le pire. Hein. C'est un peu vague ce terme de reconnaître. Voilà, la difficulté, c'était ça, bien travailler l'expression reconnaître ses devoirs. Voilà. Donc, bien travailler la manière dont la question est posée. Après, le problème que ça pose et les éléments essentiels du devoir, ça sera un peu, je pense, les mêmes que le sujet classique. Donc voilà, peut-être une première partie
classique que les élèves reconnaissent, où on oppose le devoir avec la liberté, l'obligation avec la liberté. J'ai des élèves cette année qui me disaient que ma conscience morale limitait ma liberté, voilà, parce que je ne peux pas faire ce qui me plaît à cause de ma conscience morale. Donc il y a vraiment l'idée que le devoir serait un frein à ma liberté. Après, montrer un peu dans une deuxième partie faire la fameuse distinction entre contrainte et obligation. Voilà, ce qui s'oppose à la liberté, c'est la contrainte, mais que l'obligation, Bergson disait, il n'y a qu'un être libre qui peut se sentir obligé. Voilà. Et puis finir avec Kant, toujours, 3, Kant, qui nous dit que le devoir est la ratio cognoscendi de la liberté. C'est par le devoir que je sais que je suis libre, et à l'inverse, c'est la liberté qui rend le devoir possible. Voilà, voilà. Bon, tendanciellement, c'est plutôt non. Enfin, reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté. Tendanciellement non, mais si encore une fois, on ne va pas vous noter selon la réponse que vous donnez, vous répondez ce que vous voulez, vous pourrez avoir 20, quelle que soit votre réponse. Voilà. C'est important de le rappeler. Voilà, toujours. Pour le troisième sujet, là, cette fois, c'était un texte de Freud tiré de L'avenir d'une illusion. Là, il était question de science, même de l'opinion sur les sciences. Est-ce qu'il y avait d'autres notions ? Il parle un peu de la religion. Bon, il faut savoir que c'est un livre, normalement, on n'a pas à connaître ni l'auteur ni l'œuvre. L'avenir d'une illusion, c'est un texte sur la religion, en fait. C'est un livre sur la religion. Voilà. Et donc, par comparaison, un moment dans un chapitre, il montre qu'en gros, plus la science avance, plus la religion recule, ou devrait reculer, ou devra reculer. Voilà. Et donc là, c'est un paragraphe qui est plutôt consacré à la science. Effectivement, la question, le problème, c'est un sujet qui peut venir assez couramment, savoir finalement si l'histoire des sciences, c'est-à-dire le fait que les vérités scientifiques changent avec le temps, est de nous faire renoncer à rechercher la vérité ou de nous abandonner à l'opinion. Voilà. Est-ce que le fait que ce qui était vrai hier soit faux aujourd'hui en science doit nous faire renoncer à trouver une vérité un jour en science ? Alors lui, son enjeu, c'est de savoir si finalement la science n'est pas plus ou moins critiquable ou incertaine que la religion. Voilà, parce que finalement, si on dit que la religion, c'est qu'une affaire de croyance, puis qu'on dit que la science, oui, mais ce qui était vrai hier, c'est faux aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, est-ce que l'histoire des sciences doit nous faire renoncer à la recherche de la vérité ? Le fait que l'histoire des sciences change. Alors lui, il le met en plein milieu, ses accusations sont injustes, la transformation des opinions scientifiques est évolution, progrès et non démolition. Voilà, donc lui, ce qu'il va montrer essentiellement, c'est que dans l'histoire des sciences, depuis qu'elle est science, pour la physique, on peut penser à Galilée, 17e, on est au 17e siècle, début 17e, fin 16e peut-être si on pense à Copernic, mais il montre que une nouvelle théorie scientifique, une nouvelle époque de la science ne montre pas que la théorie précédente était fausse. Comme il montre, elle la relativise plutôt. Voilà. C'est-à-dire, et elle l'intègre. Voilà. Donc c'est aussi une réflexion sur la structure des révolutions scientifiques. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà. Par exemple, quand Einstein fait la théorie de la relativité, on pourrait dire qu'il contredit les lois de Newton, mais en fait, il montre juste qu'elles sont vraies à une certaine échelle, quoi. Voilà, ça fait que relativiser les choses. Voilà. Et puis bon, l'autre argument qui est plutôt dans la première partie, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Je vais la refaire. Oui, l'autre argument qu'il utilise plutôt dans la première partie, c'est de dire que finalement les sciences ont une histoire récente, sont beaucoup moins anciennes que la religion. C'est vrai qu'il y a de la religion depuis la nuit des temps, et que donc quand elle aura trouvé finalement les vérités ou la vérité qu'elle recherche, elle bougera plus cette vérité. Voilà, il finit là-dessus, c'est presque assuré, immuable. C'est-à-dire que contrairement à la religion qui a l'air de moins en moins certaine à mesure que le temps avance, intéressant ça, à travers le temps, la science apparaît au contraire de plus en plus certaine, quoi. Il y a aussi ça, le rapport au temps. Voilà. Texte intéressant, c'était à mon avis le sujet le plus intéressant des trois. On verra ce qu'on choisit les voilà. Merci Gilles Vervis de nous avoir donné ces quelques éléments. De votre côté, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés des épreuves du bac 2019 directement sur le site de l'étudiant.fr. À très bientôt.